Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus, Index Focus, en compagnie de Mister Za. Mister Za, qui est venu nous faire une petite review sur les Fire Slayer que tu as joué très récemment d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Non, je les ai beaucoup C'est joués. ta combienième armée de cœur? C'est probablement... En fait, ça dépend, parce que j'ai beaucoup d'armées de cœur qui vont bouger au fur et à mesure de l'avancée de la méta. Des index. Et du fluff. Donc, Par exemple, en ce moment, tu es en train de monter quoi? en ce moment, je suis en train de monter des épées de cornes. Et plus précisément, quel War Scroll? Plus précisément, des Skull Reapers, Oh, ça alors! des Bloodthirsters... Un Hérald monté. Ouais, voilà. Bon, un amoureux du fluff, donc Ouais. c'est pas la peine de vous faire une partie fluff sur cette vidéo Fire Slayer. Je pense que vous avez compris que vous êtes avec un maître du lore ici. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on rentre tout de suite dans le cœur de ce BT Fire Slayer avec les traits de bataille. Donc ça a pas mal changé déjà. Ouais, ça a pas mal changé. Donc, on se rappelle, on avait la mécanique de runes dans les Battle Tomes d'avant. On a toujours cette mécanique de runes qui a un petit peu changé Ouais. parce que s'adapte à la nouvelle version et au séquencing un peu différent. On en avait 6 déjà, si je dis pas de bêtises, des runes à l'époque. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que Je crois oui. qu'on avait 6 runes, et en fait, il y en avait une qu'on prenait jamais. C'était pas genre un truc sur les armes de tir ou une connerie comme ça? Si, tu as raison. Et en fait, Effectivement. ouais, voilà. Donc en fait, maintenant, on en a exactement 5, ce qui veut dire que, en fait, vous allez les claquer une par round. Donc vous allez voir ça. On rentre tout de suite. Donc déjà, les armées de pyrotueurs peuvent utiliser les aptitudes suivantes. Donc il y a 5 runes qui s'utilisent à des phases différentes. Donc au début de n'importe quel tour, soit à la phase de tir, soit à la phase de héros, soit à la phase de charge, soit à la phase de mêlée. Donc on va commencer à la première, début de n'importe quel tour, rune de fureur. À noter qu'on peut utiliser évidemment qu'une rune par rune, donc à Ouais. chaque fois, vous pouvez l'utiliser s'il n'y en a pas d'autre qui a été utilisé à ce round de bataille. La première, jusqu'à la fin du round de bataille, les unités de pyrotueurs amis on frappe en premier tant qu'elles sont en mêlée avec une unité ennemie qui a chargé à ce tour. Oui, alors on peut peut-être préciser que ça se claque au début des tours et pas des rounds. Ouais. Donc ça veut dire que potentiellement en étant joueur 1, vous pouvez temporiser l'usage de la rune pour savoir, par exemple, la rune de furie dont on vient de parler à l'instant, si votre adversaire n'est absolument pas agressif, dépendamment de votre placement, plutôt, vous pourrez anticiper si votre adversaire va être agressif ou pas, et donc vous dire, bah là, je pense que j'ai pas besoin de la claquer parce que s'il m'impacte, il va m'impacter peut-être avec une unité et pas beaucoup d'unités, donc c'est pas très intéressant. Donc ça permet de donner un peu de latitude pour voir le séquencing et en fait anticiper, donc ça va demander un peu plus de skill, d'entraînement pour bien savoir comment les ordonner. Ouais. On a vu que la première, on va voir les autres qui sont toutes extrêmement puissantes. Ouais. Donc, on va sûrement avoir envie de toutes les utiliser. Encore une fois, on n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'au tour 1, on peut aussi ne pas en utiliser simplement pour se préserver, se donner plus de choix lors des 4 battle rounds suivants. Mais celle-ci, elle est extrêmement puissante parce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si votre adversaire vous impacte, un peu à la manière d'un Indonet, si ce n'est que l'Indonet c'est offensif, là c'est défensif, Ouais. vous allez lui dire, je vais vous marave la tronche d'abord. En premier, ouais. Ouais. Donc effectivement, et comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant de noter à chaque fois le fait que ça soit début, en fonction de la phase, c'est au début de n'importe quel tour ou à n'importe quelle phase de héros ou à votre phase de charge, ce qui veut dire en fait que, mine de rien, si vous êtes joueur 2 et que vous êtes joueur 1, vous n'en utilisez pas pendant votre tour, Oui. en fait, au tour adverse, vous avez techniquement la possibilité de lâcher soit celle qui s'utilise en phase de mêlée, soit celle qui s'utilise à n'importe quelle phase de héros, soit celle-ci qui s'utilise au début de n'importe quel tour. Donc en fait, mine de rien, ne pas les utiliser, que ce soit à votre tour ou au tour adverse, donne de l'information à votre adversaire. Ouais. Et je trouve ça plus flex que l'utiliser au début du round de bataille, parce qu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement vous adapter un petit peu à la situation. Oui, après petite différence, c'est que de mémoire avant, en fait, on pouvait claquer la rune et si on n'avait pas le double tour, on en bénéficiait pendant 2 tours. Ouais. Là, ici, c'est bien spécifié Battle Round, donc vous ne pourrez pas faire cette mécanique de se dire, je vais claquer ma ward à 5, c'est une autre rune qu'on verra ensuite, je vais laisser le double tour à mon adversaire, je vais avoir toute mon armée en ward à 5 pendant 2 tours adverses, ça, ce n'est plus possible. Ouais. Donc c'est aussi ça qui va nécessiter de bien paramétrer le Timing, séquencing de vos runes pour vraiment les optimiser au maximum. C'est vrai, comme tu le dis, il peut y avoir entre guillemets, des trous dans l'utilisation de la rune. Il y a des moments où on va jouer sans rune à certaines phases. Voilà. La deuxième, qui s'utilise une fois par bataille à votre phase de tir. Choisissez comme cible n'importe quel nombre d'unités ennemies à 10 pouces d'unités de pyrotueurs amis. Jetez un D3 pour chacune d'entre elles sur un de plus. C'est des blessures mortelles. Bah, c'est super fort. 10 pas, c'est beaucoup. On verra que les Fire Slayer, globalement, ne coûtent pas très cher. Donc, on va sûrement avoir beaucoup d'unités. On n'a plus ce besoin d'être en castle comme c'était le cas avant. On le verra par la suite.
Donc concrètement, quand vous allez utiliser cette rune, il y a de fortes chances que vous mettiez en fait ce petit D3 BM sur l'intégralité de l'armée adverse. Ouais. Et puis on verra par la suite, il y a aussi une mécanique qui permet d'améliorer les runes, donc ça permettra encore plus d'optimiser ces blessures mortelles. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais effectivement, au niveau des traits de bataille eux-mêmes, il n'y a plus cette notion de crit de rune. Oui. Il va falloir aller chercher ça autrement. La suivante, à n'importe quelle phase de héros, les unités de pyro-tueurs amis ont une ward à 5 jusqu'à la fin du round. C'est super fort. Donc Ouais. maintenant, peut-être il faut préciser que toute l'armée est en ward à 6 de base. Donc ça, c'est très bien. Le fait d'avoir une occurrence de ward à 5+ sur toute l'armée lorsque vous claquez cette rune, et vous pouvez le faire au tour adverse, vous allez le déclencher au moment où votre adversaire veut venir vous impacter. On est sur de la ward à 5+, et on sait tous que la ward à 5+, c'est soumis à craquage, comme la ward à 4, etc. Donc, Comme la ward à 2 pour Jim d'ailleurs. oui, comme la ward à 2 pour Jim. Et donc clairement, en fait, c'est super fort. Ouais, c'est clair. Et on voit que déjà, d'un point de vue défensif, on va avoir le choix entre deux trucs. Ouais. Ce qui va être assez intéressant en se disant, il n'a pas encore impacté, je vais utiliser le fight first, il a déjà impacté, on est engagé en mêlée, ou alors il faut finir des unités. Honnêtement, il y a pas mal de choses à faire. La suivante, à votre phase de charge, jusqu'à la fin du round, les unités de pyro-tueurs amis peuvent utiliser des aptitudes de charge, même si elles ont utilisé une aptitude de course à ce tour. Oui, donc c'est le course et charge. C'est la rune qu'on avait historiquement qui nous permettait à un tour d'être agressif, parce qu'on se rappelle, hein, tout le Battle Tome bouge de 4, si ce n'est les Magma Draws. Donc on apprécie, parce que c'est ce qui va nous donner la projection pour aller impacter l'ennemi, et pour aussi surplacer, parce qu'on se rappelle, une charge en Fire Slayer, c'est souvent un move x2, voire x3. Non, c'est clair. Honnêtement, c'est super balèze. Si je dis pas de bêtises, avant, on pouvait aller chercher ça via un petit perso. Oui. Et ça marchait, je crois, pour les unités qui étaient entièrement à 6 ou un truc Oui, comme ça. le Exile, le héros Exile, Voilà. le dernier héros qui est sorti avec ses 2 marteaux qui se jettent en avant. Exactement. Donc en fait, il y avait quand même une restriction, c'était quand même un petit mec et c'était entièrement à 6 Ouais. de lui. Là, en fait, bah, comme tu l'as dit, hein, quand tu bouges de 4 et que finalement tu veux bouger de 10 et puis tu peux aller chercher les trucs à 22, bah, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est très bien. Voilà. La dernière, n'importe quelle phase de mêlée, les armes de mêlée utilisées par les unités de pyro-tueurs amis ont crit mortel jusqu'à la fin du round de bataille. Alors ça, c'est excellent. De ce qu'on voit de la méta dans cette V4, les sauvegardes sont moins bonnes, la létalité est moins bonne. Malgré tout, il y a quand même des mécaniques pour un peu se donner de la tankiness. Donc faire des mortels, c'est excellent. Maintenant, ça fait doublon, parce qu'on verra, on a toujours ce War Scroll de Earthguard Berserker avec Fléau qui fait des blessures mortelles qu'il a de base en fait. Ouais. Donc ça peut faire doublon, mais en même temps c'est super sexy parce que ça permet en fait d'avoir des occurrences de blessures mortelles. Il y a beaucoup de Battle Tome qui en ont pas tant que ça en fait. Ouais. Donc très bien, très très bon. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de truc, c'est que finalement, le crit mortel, je pense que c'est le meilleur mot-clé de façon. Alors ça dépend, il y a des War Scrolls qui peuvent préférer du crit de touche, ça dépend un petit peu de votre valeur de bless, etc. Mais globalement, c'est quand même le meilleur mot-clé. Et en fait, dans les War Scrolls qui ont ça en natif, on va le payer et ça va être trop bien contre du Stormcast, nul contre du Soulblight. Bah là, en fait, vous allez pouvoir le claquer autour où vous voulez. Et en fait, on le paye entre guillemets moins cher que si c'était natif sur les armes. Ouais. Donc honnêtement, des traits de bataille qui sont très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a été complètement streamliné. On va pouvoir séquencer ça un petit peu comme on veut, et ça me fait un petit peu penser à OB finalement, c'est-à-dire qu'en fait, Oui. on va avoir des capacités qui vont s'utiliser soit de manière offensive, soit de manière défensive, soit de manière plus circonstancielle pour faire des tricks de jeu, aller finir des unités ennemies, etc. Donc franchement, des très bons traits de bataille. Ouais, et on peut juste noter qu'on a plus cette mécanique de critique qui était absolument frustrante pour Ouais. vous et votre adversaire. Avant, on pouvait avoir un trait de commandement qui permettait de critiquer sur du 5+, ça restait totalement aléatoire. Et on se rendait compte qu'il y avait des parties où on allait systématiquement critiquer nos runes, et c'était extrêmement game breaker, Ouais. mais très frustrant, parce que absolument pas reliable. Ouais. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. On verra que maintenant, l'effet de critique, comme tu l'as dit, apparaît plus tard dans le Battle Tome, et sera beaucoup plus fiable. On attaque maintenant les sous-allégeances, mon petit Za. On commence avec la première, parenté berserk. Ajouter, alors c'est un passif, ajouter un au jet de blessure pour les attaques de mêlée faites par les unités d'infanterie de pyro-tueurs amis qui ont chargé au même tour. Bon, alors, infanterie, c'est absolument tout le BT sauf les Magma Draws. Plus un blessure, tout le monde est au courant que c'est extrêmement fort. On est sur du nain, donc le nain ça tape fort, donc on est la plupart du temps, voire systématiquement sur de la blesse à 3. Ouais. Donc c'est-à-dire que toute votre armée, si elle charge, va blesser à 2. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, on est dans une méta où on a des allégeances qui sont capables de mettre du moins 1 blessure. Donc on va fortement apprécier en fait cette formation de bataille qui va permettre de compenser ça. Maintenant, la seule doléance là-dessus, c'est qu'il faut charger, et on est une armée qui a très bonne mobilité. Donc
C'est faisable, c'est super bon. Maintenant, à voir un peu comment se déroule la méta. Ouais, c'est super fort. En tout cas, ce qu'on aime déjà dès le début, c'est que c'est stable. Oui, pas de jet de dés. Deuxième, rempart de pierre fondue. Alors déjà, c'est un nom très pourri. Faut le dire, faut le noter. Quand on a des noms pourris, faut le dire. C'est comment en anglais? Bulwark of Molten Stone. Ouais, c'est un peu plus stylé. Ajoutez un au jet de sauvegarde pour les unités d'infanterie amies tant qu'elles sont entièrement en territoire ami. Eh ben, alors, je vais nuancer mon propos là-dessus. En équipe, C'est ce que c'est j'allais dire. monstrueux. En solo, on ira peut-être probablement plutôt chercher le premier, parce que un peu plus polyvalent. Maintenant, en équipe, quand on va systématiquement vous mettre sur des scénarios à peu d'objectifs avec un territoire qui va jusqu'au 22, bah c'est juste totalement pété, parce que plus un save. Alors, vous verrez globalement les saves ont été diminués sur Battletop. Pour autant, avoir une occurrence de plus un save, c'est super fort parce qu'on a énormément de PV. Ouais. Et en plus, si vous regardez bien, il y a marqué Friendly Infantry, donc c'est-à-dire que si jamais vous jouez de l'infanterie en bataillon, en armée de renom ou un Gotrek par exemple, il bénéficie de cette sous-allégeance. C'est bien vu ça. Et oui. C'est bien vu, c'est vrai. On passe au suivant, écaille de Vulcatrix. Ajoutez 2 à la caractéristique de santé des unités de Magmadrot amis. Bon alors, c'est brandé pour faire une liste Magmadroth. On le verra par la suite, les Magmadroth, je les trouve meilleurs qu'avant. Pour autant, je pense pas qu'on ait envie de jouer Que ça. Que ça. Et à noter quand même que sur cette V4, on ne peut jouer que des Magmadrot. C'est vrai qu'on ne peut jouer que des Magmadrot. Maintenant, allez, vu les coups en points des Magmadrot, vous allez en jouer maximum 5, donc c'est-à-dire que vous allez prendre une formation de bataille pour gagner 10 PV. Sur de la 4+. Moi, je trouve ça un peu limite. Et en plus, on verra qu'on a une prière qui synergise avec les Magmadroth. Et quand on la critique, va fonctionner par palier de PV. Sauf que le plus de PV ne vous permet pas d'aller taper un autre palier. Donc, j'aurais aimé qu'on mette 3 juste pour aller chercher ce troisième palier qui aurait peut-être pu justifier cette sous-allégeance. Mais très honnêtement, je pense qu'on ira, à part dans un full Magmadroth, vu que tous les autres formations de bataille sont pour les infanteries, sauf, et même pas en fait, j'ai des bêtises la dernière, donc je pense que quoi qu'il arrive, on ira prendre en fait, même si on jouait full Magmadroth, on irait prendre la dernière dont on va parler tout de suite. C'est clair, la dernière, ajoutez 3 au score de contrôle des héros pyrotueurs amis. De plus, les scores de contrôle des héros pyrotueurs ne peuvent pas être modifiés par les aptitudes adverses. Alors c'est très fort, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, c'est pas dingue. Et après plusieurs games en V4, je me rends compte que le contrôle score, c'est très très bon. Donc c'est pas tant le plus 3 qui est intéressant, c'est plutôt le fait qu'on puisse pas te modifier. Ce qui fait qu'en fait, potentiellement, vous allez avoir des héros à pied qui vont avoir 5 de contrôle score. Et puis on a des mécaniques pour un peu les protéger. Et même sur les Magmadroth, ça va vous permettre de monter votre OC à +3 et à ne pas être modifié. Et ça, c'est extrêmement fort. Ouais, c'est balèze. On attaque maintenant les optimisations. On commence avec les traits héroïques. Le premier est un passif sans du berserker. Ajoutez 1 au jet de charge pour les unités de pyrotueurs amis tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette unité. Très fort. On n'a pas tant que ça d'occurrence de bonus à la charge dans ce BT. Donc avoir un +1 charge ou les within 12, c'est très appréciable. Je veux dire, c'est systématiquement bon, que ça soit en contre-charge ou en charge. Et comme on l'a dit au début, un Fireseer qui charge est un Fireseer qui fait 2 phases de mouvement. Ouais, c'est clair. Honnêtement, c'est bon, c'est de la fiabilisation. On aime ça. Deuxième, c'est un passif. Grosso modo, il passe un héros qui n'est pas prêtre en prêtre de niveau 1, ou sinon il rajoute 1 à la prière d'un prêtre. Alors on verra par la suite, historiquement, les Fireseers ont toujours eu des très bons prêtres, comme le lore l'indique. Et on a des prêtres de niveau 2 qui vont bénéficier de ce +1, donc 2 fois par tour. Et on va voir que c'est extrêmement fort. Donc probablement qu'on ira plus chercher ce trait-là, dépendamment de la composition. Si vous jouez plusieurs prêtres, peut-être que c'est suffisant. En fait, l'occurrence de prière va vous suffire à les passer, parce que celle qui va vraiment vous intéresser, c'est d'Unlimited. Donc même si vous la ratez, vous allez pouvoir multiplier vos tests d'Unlimited prière. Donc, je pense probablement, ça sera entre ces deux premiers où on hésitera. Ouais, et le dernier trait héroïque, c'est un truc de mec qui a pas trop de personnalité. Grosso modo, c'est un copieur. Donc, s'il tape sur un mec qui a frappe en premier, il a frappe en premier. Et s'il tape sur un mec qui utilise attaque en règle, et il a attaque en règle. Enfin, il n'a pas attaque en règle, il a plus un touche. Ouais, il a plus un touche. Donc, ça veut dire que si jamais ce héros est sur une monture, son compagnon n'en bénéficie pas. Donc, déjà, c'est moins fort que d'avoir Harlot Attack. Parce qu'on rappelle que l'Harlot Attack est la seule ability qui peut me permettre d'améliorer la touche des armes de compagnon. Donc ça aurait été mieux d'avoir ça. Bon, maintenant... Maintenant, on joue pas que Magmadroth, donc au final... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, avoir Strike First, quand votre adversaire a Strike First, la plupart du temps, c'est lui qui sera actif, donc il va quand même s'activer avant vous. Bon, en fait, je dis pas que c'est mauvais, je pense que c'est bon.
Par contre, c'est juste en dessous des deux premiers qu'on a vus. Donc peut-être que si jamais on voit quand même apparaître des armées avec beaucoup de strike first, Une médaille d'honnête. métaille de net, il y a d'autres armées qui sont capables de donner du strike first. Dans ce cas-là, peut-être qu'on prendra juste pour pouvoir en fait faire une activation entre deux unités. Mais bon, comme maintenant tu peux plus avec ton pilling quitter la zone d'engagement de combat de deux unités qui auraient strike first par exemple, c'est quand même beaucoup moins intéressant. C'est clair. Ouais, puis en plus ça demande à cogner dur entre les deux pour que ça soit quand même intéressant. Donc plutôt aller chercher un gros, mais en même temps t'as les armes de compagnon qui bénéficient pas. C'est pas forcément ce vers quoi on a envie d'aller. Bon, c'est pas forcément incroyable dans ce BT là. En tout cas, on passe maintenant aux artefacts. Le premier, rune de nuage de sang. Jusqu'au début de votre prochain tour, les unités d'infanterie amies ne peuvent pas être ciblées par des attaques de tir à plus de 12. Ouais, bah alors ça c'est, je pense que c'est extrêmement puissant. Méta dépendant un peu. Je dirais méta dépendant, mais je pense que c'est très bon en solo comme en équipe, parce qu'en fait vous allez pouvoir vous préserver des tirs adverses au tour 1 ou au tour 2. Là c'est start of your next turn, donc c'est-à-dire que si jamais votre adversaire a un double tour... C'est une fois par bataille, effectivement. Une fois par bataille, si votre adversaire a un double tour, vous allez en bénéficier. Il n'y a pas de mot-clé Fire Slayer, donc si vous jouez Gotrek, si vous jouez les bataillons de renom, on peut pas leur tirer dessus. Donc dans une optique comme ça, un peu de castle, et de dire à l'adversaire, bah écoute, si ta létalité est drivée par du tir, mon coco, va falloir s'approcher. Et potentiellement, je peux te laisser le double tour, tu pourras toujours pas me tirer dessus, ou si tu viens, tu seras à moins de 12, et moi je vais pouvoir faire des contre-charges. Et puis on a vu qu'on avait des traits de bataille qui permettaient d'avoir des bonus à la charge, donc là ça commence quand même à être un peu sexy. Je pense que c'est excellent, c'est tellement polyvalent que je pense qu'il y a presque... On a tous un peu de tir, donc quasiment toutes les armées ont un petit peu de tir globalement, à part les armées de l'Hadès, etc. Donc je pense que c'est un trait de bataille, c'est un artefact de pouvoir qu'on verra souvent. On passe au suivant, bière de magmal supérieur, ajoutez 3 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette unité jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc... Est-ce qu'on a des grosses meuleuses c'est Once par Battle sur un héros, donc en fait on se rappelle historiquement c'était beaucoup joué sur le Grimwrath. Ça sera toujours joué sur le Grimwrath. Maintenant, on n'a qu'un artefact de pouvoir. Je pense qu'on ira plutôt aller chercher en fait l'anti-tir qui globalement sera plus polyvalent. Ah, c'est clair. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est que ne pas pouvoir être ciblé au tir à plus de 12, ça peut vous faire gagner une partie. Avoir plus de 3 attaques sur une double activation, ça peut être impactant sur un endroit du champ de bataille, mais ça va pas forcément vous faire gagner la partie. Ouais, c'est clair. Et en plus, on l'a pas dit, mais effectivement, vis-à-vis des traits de bataille, celui qui permet d'avoir, on a dit course et charge, mais en fait, c'est aptitude de charge, même si on a utilisé une aptitude de course. À noter que ça s'utilise à notre phase de charge. Donc en fait, si vous êtes joueur 1, vous pouvez aussi potentiellement avoir un redeploy, puis charge au tour adverse. Enfin, redeploy contre charge au tour adverse. Si vous êtes joueur 1, bien évidemment. Donc du coup, c'est vrai que effectivement ça synergise pas mal avec le fait de pas pouvoir se faire shooter. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce sens-là. Et le dernier qui est un passif, ajouter 1 au jet de touche pour les armes de compagnon utilisées par les unités de pyro-tueurs amis tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette unité. Oui, donc concrètement ça va impacter les Magmadros et les Vulkins qui ont un petit bébé Magmadros qui est compagnon. L'intérêt principal sera si jamais on joue une compo Magmadros, parce que les Magmadros touchent à 4, tapent correctement, mais touchent à 4. Et donc en fait, il n'y a que le Alert Attack qui peut les améliorer en termes de touche. Donc dans une liste spécifique, on va avoir un Rune Phaser sur Magmadros, etc. Il y a peut-être un monde où on le jouera pour juste améliorer en fait la létalité du Magmadros. Pouvoir aller chercher 2 plus 1 touche sur le tour. Exactement. On passe maintenant au domaine de prières, donc les prières qui sont historiquement une partie hyper synergisante de l'armée Fire Slayer, que ce soit les prières ou les invocations magmatiques, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui. Donc c'est parti, la première prière de cendre. Grosso modo, vous prenez une unité de pyro-tueur entièrement à 12, donc sur une valeur de lancement de 4, vous avez un -1 pour blesser, et sur 8+, c'est -1 à la perfo pour les unités ennemies qui tapent dessus. C'est pété, hein. Je veux dire, ça passe sur du 4+, vous avez, on l'a vu au début, on est capable d'avoir un +1 à la prière. Donc ça marche au tir aussi d'ailleurs. Ouais, ça marche au tir. Donc on est capable de le lancer sur du 3+, ou on est presque toujours capable de le lancer sur une double prière en canalisant la première, sauf si on a fait 1, et derrière, même si on fait un 2, on va souvent pouvoir le faire. Donc c'est très très fort, le -1 wound c'est très fort, diminuer la perforation de 1 c'est encore plus fort, si jamais on a la battle formation qui donne +1 sauvegarde, c'est comme si vous avez une occurrence de plus de sauvegarde, et c'est unlimited, donc en fait vous allez vouloir multiplier le nombre de prêtres, parce qu'on se rappelle que vous ne pouvez pas rejeter plusieurs fois la même prière avec un prêtre, mais si vous en avez plusieurs... Sauf avec Nagash.
Oui, c'est sur son sort. Et du coup, vous allez pouvoir justement multiplier ces occurrences de moins 1 wound. C'est très 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 fort. C'est hyper balèze, hein. De toute façon, on l'avait vu en Night Taunt avec le Shade Mist. Bah, en fait, là, c'est juste la même chose, fiabilisé potentiellement, et en plus, en dégradant la perfo de 1. Ouais. Bon, c'est excellent. La deuxième, qui doit cibler un héros, infanterie pyrotueur entièrement à 12, on peut lui donner la capacité de taper 2 fois la deuxième fois en Fight Last, et si on a fait 8 ou plus, c'est moins 1 pour être blessé en mêlée. Alors c'est pas fou, alors c'est bon, hein, mais c'est pas fou dans la mesure où en fait, En Fire Slayer. les héros qu'on aimerait faire taper 2 fois l'ont déjà sur leur War Scroll. Et donc concrètement, c'est infanterie, donc on peut pas faire taper 2 fois le Magmadros, ce qui aurait rendu la prière très bonne. On a un Strike Last. Maintenant, les héros sont pas non plus des Ça tanks. serait meilleur en sob, quoi. Oui. Ça serait meilleur en sauve, ça serait meilleur avec Archaon, avec tout ce que vous voulez. Non, mais honnêtement, je pense que ça sera utilisable dans certains scénarios, en jouant un petit peu sur le côté, je vais charger, je vais laver avec quelque chose, derrière, je vais pouvoir refrapper en allant engager autre chose, parce que j'ai chargé, etc. Mais on va pas se mentir, hein, vous allez presque systématiquement soit faire des invocations, soit faire la Unlimited. Ouais, c'est marrant parce qu'on voit quand même qu'il y a une volonté d'aller foutre à chaque fois des petites carottes pour jouer des gros héros Fire Slayer, que ce soit au niveau des traits héroïques, des artos, voire même des prières. Il y a toujours un petit clin d'œil pour les Magmadroth et c'est plutôt pas mal. On passe à la dernière, Kourou de Vulcatrix, valeur de lancement de 4. On prend une unité de Magmadroth entièrement à 12 jusqu'à la fin du tour. L'aptitude Stigmate de garde n'a aucun effet sur la cible. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de compagnon de la cible. Et si on a fait 8 ou plus, on rajoute plus une attaque par tranche de 4 dégâts, ce qu'elle a. Oui, bah alors, bon, pas fan dans la mesure où on cible les Magmadroth, donc ça implique qu'il faut jouer des Magmadroth. On va gagner plus une attaque, et si on critique, on va gagner des occurrences de plus une attaque par tranche de 4 PV. Sauf que si on calcule bien, hein, si jamais par exemple vous perdez... ça a combien de PV un Magmadroth? Ça a 14 PV un Magmadroth. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pas aller à plus que 3 attaques. Et en plus, si vous allez à plus 3 attaques, ça veut dire que vous êtes Battle Damage. Donc ça veut dire que vous avez déjà perdu 2 attaques sur vos griffes. Donc en fait, au final, vous compensez votre Battle Damage simplement et vous gagnez plus 1. C'est quand même pas la dinguerie. Ouais. Et comme on l'a dit avant, les Magmadroth, ça touche à 4+. Donc c'est-à-dire que vous allez gagner au maximum donc plus 3 attaques sur votre gueule, plus une attaque sur vos griffes. Donc ce qui va en fait porter à, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 12 attaques au corps à corps sur du 4+, c'est pas dingue. Donc ça va nécessiter en fait d'investir des traits de bataille, des choses comme ça pour synergiser vos Magmadroth, alors qu'à côté vous avez plein de choses qui sont très bonnes. Et constantes, ouais. Et qui n'ont pas besoin de tout ça en fait. C'est clair. Donc petite doléance, parce qu'en fait si vous jouez de l'infanterie, vous jouez avec un domaine de prière à 2. Ouais, c'est vrai qu'il donne... En fait, finalement, on voit qu'il y a une volonté, comme on l'a dit, d'aller chercher des Magmadroth, mais peut-être que c'est pas suffisant, en tout cas, pour se dire on va jouer vraiment un build Magmadroth quand on voit ce qu'il y a à côté en infanterie, quoi. Ouais, exactement. Je suis pas sûr à voir, je parle pas trop, parce que je disais ça aussi avant, et puis on a vu des builds avec 5 Magmadroth. Mais de prime abord, j'ai quand même envie de dire que le build n'est pas suffisamment costaud actuellement pour vraiment le sortir en compétitif, j'entends. Après, en fun, encore une fois, faites ce que vous voulez. Hein. On attaque tout de suite les War Scrolls. On commence avec les Magmadroth, donc qui sont au nombre de 3. On commence avec le premier, le Runephaser sur Magmadroth. Donc au niveau du tir, c'est portée 10, 4 attaques en 3-3-1 des 3 anti-infanterie. Un profil de close tout à fait respectable avec sa grande clé de Merlin, comme nous la connaissons. Il a un Rampage qui, sur un 3+, retire 1 à la sauvegarde, donc ça c'est quand même super balèze. Une fois par partie, il peut rajouter plus une attaque en bulle entièrement à 12, et le sang volcanique a légèrement changé. Avant, on se souvient, dès qu'on perdait un PV, 4+, ça envoyait une BM. Maintenant, sur les jets de sauvegarde non modifiés de 1, il colle une blessure mortelle. Ouais. Bah alors concrètement, ce qu'on peut dire déjà, si on met de côté les profils d'attaque dont on a déjà parlé, Magmadroth se tape correctement. On l'a pas dit, 10 de move, 4 de save, 14 points de vie, 5 d'OC. Ouais. Ça touche à 4, donc ça c'est un peu une doléance. Le Runephaser tape toujours très bien, on est sur du 3+, moins de 3, mais que 4 attaques. Pour autant, mettre -1 à la sauvegarde sur un 3+, c'est extrêmement fort. Bon, c'est un 3+, les mécaniques de V4 qui sont comme ça, on sait ce que ça donne, vous allez peut-être sortir que d'un et des deux. Quand vous allez sortir votre 3+, ça va commencer à taper vraiment sévère. Le plus d'une attaque en bulle, c'est excellent. En plus, le Magmadroth, c'est un gros socle ovale, donc ça, c'est très bon. Et après, le Volcanic Blood, bah, moi, j'aime bien l'idée de se dire que si l'adversaire, en fait, me tape très très fort, bah, je vais lui mettre une blessure mortelle.
c'est fluff. Donc non, c'est probablement le meilleur War Scroll Magmadros. Maintenant, si je dis pas de bêtises, il est à 350 points. C'est extrêmement cher, parce que pour 350 points, on peut avoir 40 PV, par exemple, de Vulkit en sauvegarde à 5. Qui synergise en infanterie. Ouais, qui synergise en infanterie. Et il vous reste 50 points de latence, parce que c'est 300 points. Donc, oui, mais en même temps, ce War Scroll vous demande, c'est un bon cogneur, mais il vous demande en fait de rester à côté de votre armée pour synergiser plus une attaque. D'être chaud de la 3+. D'être chaud de la 3+. Et en fait, c'est une unité qui a de la mobilité, donc c'est limite une unité que vous avez envie d'envoyer en satellite pour aller faire des tactiques, pour aller contourner l'ennemi, parce que c'est votre seule unité avec de la mobilité. Mais en même temps, on vous dit, non, faut rester paquet. Donc, vous payez du 10 de move, dont vous n'allez pas vraiment vous servir. Donc, je suis un peu sceptique. Maintenant. Je pense que c'est un poil cher pour ce que ça fait. Malgré tout, c'est le meilleur, donc si on en voit, je pense qu'on verra celui-là. Ouais. On passe maintenant au Runson, donc le fils du monsieur d'avant, qui lui est un monsieur anti-monstre sur ses armes ancestrales, même profil de tir anti-infanterie. Au niveau du close, il a 5 parpaings, enfin c'est pas vraiment des parpaings, en 3-3, -1-2, anti-monstre plus imperf. Au niveau des bonus, pareil, il a le sang volcanique. Il a un passif qui dit qu'à chaque fois qu'il tue un monstre, il rajoute plus une attaque sur ses attaques d'armes ancestrales. Bon, pas incroyable. Et il a un truc un petit peu compliqué, à la fin de n'importe quel tour, il prend un monstre avec lequel il est en mêlée, et si cette unité a moins de dégâts que la cible, moins 10 à l'OC pour le monstre adverse. Et ben, j'ai envie de dire, on est sur on est probablement sur le podium des War Scroll nuls à chier. Ouais, c'est vrai. Déjà, il y a un petit truc anti-synergique, c'est-à-dire qu'en fait, il a un passif qui lui donne des bonus s'il tue des monstres. Déjà, ça va pas être simple de tuer des monstres. Et en même temps, il faut pas qu'il les tue s'il veut retirer leur OC, quoi. Ouais. Non, bah, dans ce début de V4, on voit que les monstres ont beaucoup de PV, ont souvent des wards. Des save à 3. Des save à 3 ou à 4. Honnêtement, il sera rarement capable de tuer des monstres. Et même son rampage, en fait, il tank pas suffisamment pour être sûr d'avoir pris moins de PV que le monstre adverse. En plus, il a un tir anti-infanterie et un profil d'attaque anti-monstre. Donc déjà, là, on a une divergence sur la construction du War Scroll. Et si je dis pas de bêtises, il vaut quelque chose comme 300 points. Ce qui, comme je l'ai dit avant, déjà, je trouvais meilleur de prendre 20 Vulkit. Là, ça vaut le même prix. Et c'est juste rien à voir. Donc, je pense qu'on en verra honnêtement jamais, à part peut-être dans des bulles Malmadros. Et ça, même ça, je suis pas sûr. Je pense qu'on pourra juste des runes phaser. Donc, non, pour moi, c'est un War Scroll qui est complètement raté. Comme on dit, il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être là. Peut-être que quand il coûtera 40 points de moins, on pourra y réfléchir. Tu allais dire quand il coûtera 40 points. On pourra éventuellement réfléchir. On pourra y réfléchir, mais pour le moment, honnêtement, je pense pas qu'on en voit sur table. Ouais. On passe maintenant au Runesmiter sur Magmadrot. Même profil de tir. Alors, sans les keywords, c'est le même que son pote avant, mais lui il a une clé de Merlin, donc c'est pas la grande clé de Merlin, c'est la petite clé de Merlin. En face de héros, il peut prendre une unité de pyro-tueur ami entièrement à 12 sur un 3++1 pour blesser, c'est pas mauvais. Une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, il a un rampage, jeté 2d6 si le jet est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité cible d3+3 blessure mortelle. En gros, c'est un bonhomme anti-infanterie, c'est pas mauvais. Et il a aussi le sang volcanique, et surtout, il est prêtre de niveau 1, ce monsieur. Ouais, donc j'aime beaucoup. Déjà, on notera qu'il tape quasiment aussi fort que le Runson. Super, alors que c'est un prêtre. Il a une attaque de moins. Mais il a une attaque de moins. Oui, mais presque aussi fort. Donc moi, ce que j'apprécie déjà, c'est qu'on a un tir anti-horde, on a un rampage anti-horde. Donc là, on commence à avoir des synergies. On saura qu'on aura envie de tirer sur une anti-horde et aller charger et puis mettre pas mal de dégâts, parce que des 3+3, c'est plutôt solide. Et sur de la grosse troupe, on fera souvent moins que le nombre d'unités. En tout cas, avant de taper. Le plus un wound, c'est très sympathique parce que ça permet d'avoir une autre occurrence, même si on joue pas la battle formation qui donne plus un wound quand on charge. Et même si on joue cette battle formation, ça voudra dire qu'on est capable d'avoir plus de wound et donc on pourra contrer les malus de moins un wound qui pullulent un peu dans ce début de méta. Ouais, puis ça te permet aussi de l'avoir sans avoir chargé. Pas dégueulasse. Exactement. Donc c'est un bon profil, c'est un prêtre, donc ça permettra aussi avec ce mouvement de continuer à garder nos bulles en fait de prière, parce que les Rune Masters sont quand même des petits nains à 4 de move. Donc une fois que vos nains vont avancer, ça va être dur de garder vos bulles de 12. Donc lui, il peut vous permettre de garder votre bulle mobile pour avoir des prières à 12. Ouais, c'est un très bon support. On attaque maintenant les mêmes en version piéton. On commence avec le Rune Phaser. Donc il a toujours sa grande clé de Merlin. C'est une bonne nouvelle parce qu'il l'a pas perdue. Eh oui, et d'ailleurs la grande clé de Merlin, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est concrètement une arme de guerre pour le Rune Phaser, mais c'est également la clé du coffre dans lequel ils vont ranger leur Uror. Incroyable, il fait du lore. Pour rappel, c'est les fragments de leur dieu qui a explosé et donc leur quête.
qui s'appelle Grimnir. Il a hésité. Et non, c'est Grimnir. Et donc en fait, leur quête éternelle, c'est de récupérer l'Uror pour, les enchâsser dans leur corps, mais surtout pour reformer leur dieu. Donc c'est toujours appréciable de voir cette grande clé qui en plus mesure 3 mètres sur le champ de bataille, qui est très rigolote. Voilà. Putain, t'as fait. Hein. Ah ouais. C'est un relique de la review V2, ça, je crois. Donc évidemment, 4 de move, c'est châssis standard. Hein. 4 de move, ça y va 5. 5 de points levis au C2, la même clé. Il a une première aptitude une fois par bataille à la phase de déploiement, une petite garde qu'il va désigner. Lorsque la garde sera entièrement assise de lui, la garde va avoir un +1 pour toucher et lui va avoir une ward à 4 et une aptitude assez broken qui s'utilise à la fin de n'importe quel tour, qui dit que les unités d'infanterie pyrotueur entièrement à 12 vont rajouter le numéro du round à leur score de contrôle jusqu'à la fin du tour. C'est pas cumulatif, infini, tout ça. Bon, grosso modo, T5, tout le monde a +5, donc le mec compte quand même pour 7. Ouais, exactement. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, la létalité, elle est bonne pour un héros de ce châssis-là. La garde royale va permettre d'avoir une ward à 4, ce qui est appréciable parce qu'il est passé de 4+ de save à 5+. Ouais. En plus, on aura un halo attack sur la garde quand elle sera à côté, et puis on la jouera probablement avec la garde d'honneur qui donne -1 attaque quand on est wallé within 6 du général. Donc on arrive à avoir un petit setup où l'adversaire aura -1 attaque. Vous, avec votre uniphaseur, vous aurez une ward à 4, et en plus vous aurez +1 hit sur votre garde royale. Ouais. Donc c'est très très bon, et on a aussi donc cette ability en fin de tour qui permet d'avoir donc +1, +2, +3, +4, +5 d'OC dépendamment du battle round. Et puis on peut noter que si on joue dans la battle formation qui améliore de 3 l'OC des héros, on peut monter à des héros nains à +10 d'OC. +8. Et 2 de base, oui, enfin, +8 et 2 de base, donc ça fera 10 d'OC. Donc c'est vraiment très très bon. Surtout on va dire dans des builds où on commence à jouer pas mal de petits héros, où on peut jouer paquet. Enfin, mine de rien, c'est bulle à 12, hein, donc pour des héros, ça fait quand même 24 plus son socle de portée. Vous allez avoir tous vos petits nains piétons qui vont compter relativement rapidement pour 5, 3, 4, 5. Quoi. Bah, c'est ça, en fait. On sait que le Fire Sayer, c'est un peu une garde d'attrition. On va mettre ses fesses sur les objectifs et on va se battre jusqu'à la fin pour les garder le plus longtemps possible. Et avec cette aptitude, en fait, on va être capable de contrebalancer les morts qu'on aura eu au tour d'avant par simplement de la présence en plus. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement fort. On passe maintenant au Runson, donc sa version Magmadrot qui était pas ouf. Il a le même profil de corps à corps, 5 attaques en 3-3, -1-2, anti-monstre plus imperf. Il a une aptitude, en gros, lorsqu'il a tapé, il peut prendre une unité d'infanterie, copine à côté qui peut faire taper dans la foulée, c'est pas incroyable, il n'y a pas de bonus. On voit que sur ces trucs, en général, il y a souvent un +1 hit, un +1 bless, un petit bonus, un +1 attaque. Bref, là, il n'y a pas. Et par contre, il a un passif qui est assez sexy. Lorsqu'il a chargé, on va avoir un +1 pour les jets de charge pour les unités d'infanterie pyrotueur entièrement à 18. Ça, c'est pas mauvais. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que si on joue, ça sera uniquement pour cette ability, parce qu'il tape pas fort. Et le fait d'activer une unité de pyrotueur, on n'a même pas le +1, donc c'est quand même un peu la double activation du pauvre. Mais le fait d'avoir +1 charge, on a vu qu'on était capable d'avoir un autre +1 charge, donc on commence à avoir plus de charge, ça commence à être sexy, parce qu'on va pouvoir vraiment aller impacter. À noter, on l'a pas dit, mais en V4, on a plus cette restriction d'être à moins de 12 pour pouvoir déclarer les charges. En fait, vous balancez vos dés, vous rajoutez 1 ou 2 dépendamment du build et de la composition, si vous avez chargé et tout. Et en fait, du coup, ça peut faire de la projection assez colossale, quoi, surtout avec un coursier charge. Ouais, tout à fait. Donc, si on le prend, ça sera pour ça. Maintenant, vous allez voir que en fait, on peut pas jouer 10 milliards de héros, et il y a des héros qui sont bien meilleurs. On passe maintenant au Runesmiter. Donc le Runesmiter, il n'a pas trop changé, profil de clause tout à fait respectable, et la possibilité de ramener sur table à 9 des unités ennemies, à 6 entièrement de ce petit Runesmiter, l'unité qu'il a emmené avec lui, pour être setup quand il veut à votre phase de héros. Alors, première doléance, pourquoi les Skaven peuvent le faire au tour adverse et pas les nains? Je ne sais pas. Mais bon, malgré tout, ça reste très bon. Pourquoi? Parce qu'on a une armée qui est très peu mobile. C'est un prêtre de niveau 1, donc c'est super. Ça permet en fait d'avoir un prêtre à côté des unités chez l'adversaire pour continuer à leur donner en fait la prière unlimited. Maintenant, je pense qu'on le jouera principalement en solo pour être polyvalent, pour pouvoir contester les scénarios avec 6-8 objectifs où il faut un peu de mobilité. Et puis, le problème, c'est que vous allez sûrement vouloir le jouer, je pense, avec des Earthguard. Peut-être pas, hein, mais si vous le jouez avec des Earthguard, il faudra que les 2 chargent pour garder la synergie de Ward. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire 2 charges à 9. Bon, ça reste quand même fort, c'est un bon War Scroll. On passe maintenant au Runemaster, qui est peut-être le War Scroll le plus broken et le plus synergique de l'armée. Déjà, on va commencer. C'est le grand prêtre de Zargrim, donc dès qu'il balance une prière, il va récupérer un pion de puissance magmatique. À noter que ce petit bonhomme est prêtre de niveau 2, et c'est loin d'être anecdotique. Et il a une réaction lorsqu'on a utilisé une aptitude de rune dur or. On va les faire dans l'ordre. Retirez 3 pions de puissance magmatique à cette unité, et vous allez pouvoir avoir des runes
crités. Donc la première, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée des unités de pyrotueur ami qui ont frappe en premier, c'est pour la rune pour avoir frappe en premier lorsqu'on se fait charger. La deuxième, rune de détermination ardente, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les unités de pyrotueur ami jusqu'à la fin du round de bataille, donc ward à 5 plus un save. Plus 2 save dans la bonne allégeance de notre camp, ça commence à faire beaucoup. Rune de zèle implacable, ajoutez 1 au jet de course et au jet de charge pour les attaques de pyrotueur ami jusqu'à la fin du round de bataille. C'est celle qui vous donne course et charge. À noter que du coup, on n'a pas le plus 1 course puisque c'est déclaré en phase de charge. La rune d'incandescence, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées par les unités de pyrotueur ami jusqu'à la fin du round de bataille. Donc crit mortel, et si on n'a pas fait de 6, on va avoir plus 1 perfo. Et la dernière, pour les blessures mortelles, la portée de l'aptitude rune de préscience est 16 pouces. Romain, as-tu déjà fait une liste sans ce monsieur? Non. Je pense même que tu peux en mettre 2. Ouais. Bon, l'intérêt d'en avoir 2, ça va permettre juste de faire une rotation sur les runes de critique, parce que vous allez en fait casser les prières au tour adverse et stacker des tokens de magmatique, ce qui fait que vous allez presque systématiquement avoir vos 3 tokens pour critiquer la rune quand vous allez l'utiliser. C'est trop fort. Ouais, c'est super balèze. C'est trop fort, il vaut 150 points de mémoire. Oui, puis il synergise de malade avec le trait héroïque qui te permet de réciter à plus 1. C'est vrai qu'en plus, en général, on a tendance à vouloir, typiquement, on l'a vu en Ogre, on préfère en général, si on n'est pas au moins près de niveau 2, aller chercher une autre prière sur un autre gars, ne serait-ce que vis-à-vis du Unlimited. Bah là, en fait, vous allez avoir 2 prières à plus 1. C'est juste extrêmement balèze, quoi. Et plus 1 pour le moment, parce qu'on parlera du décor de forge après. Donc voilà, honnêtement, châssis hyper structurant dans cette armée, c'est juste... c'est le meilleur War Scroll, je pense, en termes coup-point et utilité dans ce Battletome. C'est clair. On passe maintenant au Battlesmith. Donc le Battlesmith qui a légèrement changé quand même par rapport à avant. Il a 2 passifs. Le premier qui dit qu'on ignore les modificateurs négatifs au score de contrôle des pyrotueurs entièrement à 12. Et on a plus 3D pour le rallye pour les unités pyrotueurs entièrement à 12. Ouais, alors, bon, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à notre Battlesmith? Parce que c'était excellent, ça donnait de la ward, de la sauvegarde. On avait cet artefact qui permettait d'ignorer la magie qu'on a perdue. Bon, après une quinzaine de games en V4, je me rends quand même compte que le control score, c'est très très important. Et on est dans une armée où on va avoir du messu, des unités, etc. Donc le fait de ne pas avoir de malus d'OC, c'est extrêmement fort. Surtout cumulé avec un rune phaser qui va venir booster votre OC. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça permet vraiment de continuer à avoir une présence sur le jeu collectif qui est vraiment très bonne. Après le rallye avec 3D de plus, on le prend, on va dire que c'est gadget, c'est en plus, ça permet de faire des rallyes à 8 voire 9D. J'ai dit une bêtise d'ailleurs, parce que ça ne s'applique pas qu'au Fireslayer, donc oui. C'est très bien pour Monsieur Gotrek. Ouais, exactement, ça permettra de soigner l'ami Gotrek si jamais on le joue. Donc non, c'est... Alors le problème, c'est qu'en fait, on va souffrir cette concurrence des héros parce qu'ils sont tous très bons. Et donc la question, c'est est-ce qu'on voudra le mettre ou pas. Il est pas très cher. Mais ça dépendra du building de votre liste. En tout cas, il peut avoir sa place très largement et en plus, il tape correctement. On passe maintenant au Grimwrath Berserker, autrement appelé le Berserker âpre colère. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. 4 de move, 5 de save, 5 points de vie, 2 d'OC, 5 patates en 3-3, moins de 2. Marrant, il tape plus fort que le Runeson monté sur Magmadrot. À la phase de déploiement, vous allez choisir un serment. Donc le premier serment qui vous dit que si vous êtes à 6 d'un héros pyro-tueur ami, vous allez avoir plus 1 touche, plus 1 à la ward. Le deuxième, vous allez avoir un plus 1 à la charge et plus 1 à la save lorsque vous êtes en mêlée. Et vous le perdez si vous faites rallye aux retraites. Et enfin, dernier effet, vous allez pouvoir taper 2 fois avec un fight last la deuxième fois. Ouais. C'est très très... C'est drôle déjà. Non mais c'est très très bon. C'est très très bon. Donc il n'a pas tant que ça changé au final ce Grimwrath. Il tape extrêmement fort. On a toujours cette occurrence de combattre 2 fois. Je dirais que pour ses vœux, dépendamment du premier, de choisir le premier ou le deuxième, en fait, tout dépend comment vous allez jouer. Moi j'aime bien l'idée de jouer un duo de Grimwrath. En fait, qui vous pénalise pas tant que ça, parce que vous pouvez les mettre dans les bataillons de vos héros. Et donc, ils vont jouer en duo, ils vont s'auto-buffer tous les deux en se donnant plus un hit, plus un ward, puis on va les envoyer pleine balle dans quelque chose. Et puis en plus, on verra qu'on a un héros qui joue sur les morts des unités Fireslayer, donc ça peut être intéressant d'avoir ce duo un peu suicide, en mode Suicide Squad. Et si on en joue qu'un, le deuxième sera probablement meilleur, parce que plus un charge, plus un save, probablement en fait qu'il va survivre, il pourra survivre, et donc se réactiver une deuxième fois. On rappelle qu'il peut avoir une belle synergie avec la bière de Magmalt, qui permet d'avoir plusieurs attaques. Voilà, il va concrètement balancer 16 patates en 2+, 3+, moins de 2. Et ça, c'est sans compter les runes et les buffs à côté. Donc c'est très très bon, ça vaut 110 points.
C'est énorme. Donc c'est un très bon héros. On passe maintenant au Flamekeeper, donc châssis classique, il tape quand même pas si mal, 5 attaques en 3-3 -1-2, comme le Runestone. D'ailleurs, Oui. quand on aime bien, c'est un peu l'étalon le C'est Runestone, l'étalon. vous voyez. Si on tape pas sur du monstre, c'est la même chose. Et une fois par tour, à votre phase de héros, il a une aptitude. Alors lui, avant, il comptait le nombre de figurines mortes autour, etc. C'était bien, mais c'était un petit peu pénible à mettre en place. Là, c'est bien. Ils ont rendu le truc beaucoup plus simple. C'est de la dîme de sang pour les unités amis pyro-tueurs. Grosso modo, vous allez jeter un dé. Si vous faites égal ou moins au nombre d'unités pyro-tueurs qui sont mortes, vous allez pouvoir choisir un effet sur une unité d'infanterie pyro-tueur entièrement à 12, soit une ward à 5, soit plus 2 à la charge, soit plus 1 dégâts. Ouais. C'est pas mauvais, plus 1 dégâts. Ouais, effectivement. Déjà, on peut noter que ça dure jusqu'à début de votre prochain tour. Donc, Ouais. en cas de double tour adversaire, vous pourrez toujours en bénéficier. Donc, ça, c'est quand même rigolo parce qu'on se dit que vous pouvez mettre plus un dommage sur des vulkites en bouclier et le gars, vous lui dites, j'ai strike first. Viens donc, je vais te faire 41 patates dégâts 2 et je vais taper avant. Non, c'est pas mal. La seule doléance de cette aptitude, c'est qu'il faut avoir des morts. Et c'est pas si simple en Fire Slayer parce que maintenant, on rappelle qu'il n'y a plus de déroute. Donc, vous allez souvent avoir un nain qui se balade avec un PV. Je pense qu'il est très bon si vous buildez vos listes autour. Par exemple, avoir 2 Grimoires à côté que vous envoyez en suicide, vous dites « Ok, je vais laver un truc, ils vont mourir, ça va me faire 2 charges. » Et sur un ou 2, j'aurai déjà l'effet, et c'est gratuit, vous jetez votre dé, vous verrez si vous l'avez. Ouais. Donc non, il est très très bon. En fait, le plus un dommage est excellent parce que ça fonctionne sur n'importe quelle unité du Battle Tome. Dès que vous mettez plus un dommage, c'est très très fort. Et puis en plus, on est quand même sur une armée où on a quand même pas mal de statuts dégâts 1, accessibles et pas chers en tats, je veux dire. Donc en fait, vous multipliez par 2 flat la létalité. Et puis en fait, comme tu le dis, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a plus forcément ce qu'on avait fin V2, début V3 avec 3 blobs de 20 Hearthguard machin. Là, on a la possibilité d'aller chercher. Alors, on peut en jouer encore, mais on a la possibilité d'aller jouer avec le War Scroll qu'on a vu juste avant pour aller faire du suicide et avoir des synergies assez sympathiques. En tout cas, lui, il est, je pense, strictement meilleur qu'il était avant, parce qu'avant, il fallait quand même qu'il soit proche pour compter les morts. Bref, même d'un point de vue du jeu, c'était assez pénible. Là, ils en ont fait un truc assez sympa. Ouais. On passe maintenant au Doomseeker, donc un espèce de petit missile, un petit peu comme le Grimwrath qu'on a vu tout à l'heure. Même châssis, 5 attaques en 3-3. -1 cette fois, dégâts 2. Phase de déploiement, il choisit une proie, comme les petits toutous. Il va avoir plus un toucher blesse contre cette proie, donc c'est quand même du 2-2, c'est assez sympa. Et s'il meurt engagé avec sa proie, il va lui coller 3 blessures mortelles, donc c'est assez cool. Et il a un passif qui dit que, dépendamment du nombre de dégâts qu'il a pris, vous allez, s'il a pris 1 dégât, vous lui rajoutez 1 à sa caractéristique de dégâts. S'il en a pris 2, vous lui rajoutez 2, donc il peut passer dégâts 4. Qu'est-ce que t'en dis ? Je pense que c'est strictement moins bon que le Grimwrath et qui coûte le même prix. Ouais, alors pourquoi on dit ça? En fait, on n'a pas vu, si vous avez des idées, ça peut être assez cool, des choses qui permettraient de lui mettre potentiellement des D3 dégâts. Auquel cas, ça pourrait être quand même bien meilleur, puisque là, on aurait un petit mec qui passerait en 3-3 -1-4, ça rigolerait moins. En l'état, en tout cas, on n'a pas vu. Non, c'est vrai. Et en fait, le problème, c'est qu'avoir une track et taper plus fort sur la track, c'est super rigolo, mais il bouge de 4. Ouais, donc, le truc c'est que votre adversaire va être au courant, quoi. Il va pas le mettre devant en théorie. Votre adversaire est au courant et probablement que la track, la cible traquée sera plus mobile que votre Doomseeker. Donc je vois difficilement comment le faire, ou alors il va falloir embarquer un Runesmeter. Mais bon, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher pour faire 5 attaques dégâts 2. Donc non, je suis en passant ta charge à 9. Ouais, je suis foncièrement pas hyper convaincu. On passe maintenant à l'exilé, donc un châssis classique, sauf qu'il a, lui, 6 points de vie, c'est le grand luxe. Il a 5 attaques en 3-3, -2. Une fois par partie, il peut choisir de ne pas taper, de prendre une unité et en gros jeter un dé par caractéristique de points de vie sur un 4+, une BM. Donc ça, c'est quand même pas mauvais. Et une fois par bataille à votre phase de héros, il peut choisir 3 unités pyro-tueurs infanterie entièrement à 12, qui vont avoir la possibilité de relancer leur charge jusqu'à la fin du tour. Non, il est très fort. Au-delà de l'effet un peu rigolo de jeter autant de dés que de PV, bon, ça sera fort sur les grandes pièces. On pense au Sob, on pense au Condisque, etc., etc., Nagash, Archaon. Il tape correctement quand même. Et puis en fait, les 3 reroll charge dans une V4 où les PC coûtent cher, c'est quand même extrêmement fort. Parce qu'en plus c'est en phase de héros, donc vous allez pouvoir garder vos bulles, dire toi tu vas pouvoir reroll, et tout le monde va courir avec la rune de course et charge et faire des rerolls de charge gratuites. Donc il vous fait économiser 3 PC concrètement, et en plus vous pouvez le faire sur le même tour.
Il cogne dur, hein. Oui, et une fois qu'il aura fait ça, en fait, bah, il cogne, hein, donc vous serez en mesure d'aller le faire taper 2 fois avec la prière, etc. Donc c'est pas mal. Ouais, un bon petit châssis à la fois, un bon toolkit en fait, hein, puisque Ouais. il cogne, il permet de reroll des charges, et en plus, c'est quand même un anti-gros monstre assez sympa. On va tout de suite passer aux unités de troupes, ça tombe bien en Fire Slayer, il y en a pléthore. Donc on va commencer avec les Vulkid Berserker, 4 de move, 5 de sauvegarde, 2 PV par tête, 1 dossé. Les deux châssis ont 2 attaques en 4-3-1-1. À noter que les Berserkers en double lame, enfin en double épée, double pioche, bref, ceux qui n'ont pas de bouclier, quoi, t'as compris. Ils ont une sauvegarde à 6. Par contre, le profil offensif va avoir plus une attaque en charge, alors que eux, ils ont l'effet un petit peu classique qu'on avait avec les zombards, c'est-à-dire que quand ils meurent, 5+, par figurine, en étant engagé, c'est une blessure mortelle. Bah alors, ce qu'il faut retenir, c'est que une unité de Vulkit, c'est 150 pour les boucliers, 140 pour les haches, c'est 20 PV en sauvegarde à 5 ou à 6, voire à 6. Donc ça fait quand même du PV. Ça tape ok, mais maintenant quand on va venir les synergiser avec les runes, les bonus du Flame-Keeper, les prières, etc., ça peut commencer à laver de manière énervée. À noter qu'on verra par la suite qu'il y a le Warscroll des Vulkins, qui est la nouvelle bande Warcry, qui est strictement meilleure en termes de stats, de létalité, de presque tankiness. Ils ont un peu moins de PV, mais bon, ça se mitige. Que les Vulkid Berserker en bouclier si vous les jouez par 10. Parce que la force des boucliers, c'est que vous pouvez les monter par 20. Donc là, vous avez 40 PV. Les Vulkins, vous ne pouvez plus renforcer les bandes Warcry. Donc, que ce soit les haches ou le bouclier, c'est un bon War Scroll, c'est pas le même rôle. Bouclier, c'est plus pour tanker, avoir un gros pâté, mettre les fesses sur les objectifs. Les haches, ça va plutôt être pour tenter des charges et donc peut-être le garder en backlane, faire un Flame-Keeper dessus pour donner plus un dommage. Ouais, 61 attaques dégâts 2, c'est pas mal. C'est ça, quand on va commencer en fait à faire 61 attaques dégâts 2, bah ça va pas trop rigoler. Puis imaginez qu'on mette des crits mortels en même temps. Avec un plus impair. Avec un plus impair. Avec un plus de save. Avec un plus de save. Et bah concrètement, vous allez arriver, puis vous allez juste faire, si je ne m'abuse, 20 BM. Donc stat, c'est quand même pas mal. C'est clair. Donc c'est une très bonne unité, c'est excellente. Après, bon, comme tu l'as dit, on a pléthore de kits dans cette allégeance, puisque nous avons 2 boîtes. Donc c'est bien qu'ils soient bons. C'est quand même 2 fois plus qu'avant. Oui, c'est 2 fois plus qu'avant. Donc ce qui va nous permettre de les jouer de manière systématique. On va maintenant passer à la seule unité de tir de ce Battle Tome avec les Auric Earthguard. Donc 4 de move, 6 de save, 2 points de vie, 1 dossé. Un profil qui est quand même de tir qui est quand même pas dégueulasse, hein, puisque c'est 2 attaques par tête en 4-3-1, dégâts D3, tir en mêlée. Et ils ont des attaques de close tout à fait respectables. Et ils ont surtout un passif. Alors à noter que ces mecs-là étaient anti-monstres, pas au sens du plus imperf, hein, mais jouer contre les monstres dans les versions précédentes. Là, c'est plus le cas. Ils jouent sur le mouvement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un 6 à la touche sur ce sur quoi vous tirez, vous allez mettre un -1 à la caractéristique de mouvement, en sachant que vous ne pouvez pas descendre l'unité en dessous de la moitié de son mouvement jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais. Et bah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Alors bon, déjà, avoir du tir, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aller taper les manifestations. Dans un BT où elles vont nous embêter, parce qu'on bouge pas très vite, et donc ça va souvent en fait nous bloquer au corps à corps, des choses comme ça, donc c'est un peu pénible. Il n'y a pas beaucoup de dispel aussi. Ouais, il y a... ça va. Et donc, concrètement, bah, c'est sympa, parce que ça va permettre en fait d'aller poker à droite à gauche. Le fait de retirer du mouvement, bah, ça va vous permettre en fait de descendre par exemple à 3 ou à 4 le mouvement d'une unité, puis de la charger, de l'encercler et de lui dire bah écoute, tu pourras pas retreat. Parce qu'en fait, t'as plus que 3 ou 4 de mouvement et il faut que tu finisses à plus de 3 de moi, bah tu peux pas. Donc tu vas rester bloqué au corps à corps. Et on est quand même sur 2 PV en sauvegarde à 6 ou à 6, donc il faut les tomber. Ouais, puis mine de rien, c'est quand même du tir porté 12, tu vas avoir 20 tirs qui peuvent être buffés en 3-2 -1 D3. Ouais. Enfin, t'es un peu obligé de le respecter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, clairement, je pense qu'on en verra souvent 5 ou 10 dans les listes, juste pour avoir ce toolkit qui va vous permettre de contrôler l'adversaire et de faire des dégâts. Ouais. On passe maintenant au Vulkin, qui est la nouvelle unité préférée de Romain. Ouais, exactement. Avec le Hérald de monté de corde. Donc, grosso modo, châssis classique, save à 5. Ils ont des armes anti-monstres plus imperf, donc 3 attaques par tête en 3-3-1. À noter que ça se joue par 9. Hein. Et il y a un mec là-dedans qui va être dégâts de crit mortel. Bref, c'est le petit magma drop. Et surtout, ils ont une capacité à n'importe quelle phase de mêlée, que je trouve absolument broken. Sur un 3+, vous soustrayez des 3 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de compagnon de la cible jusqu'à la fin du tour. Ouais, bah c'est pas mal, hein, ça permet... Sur un monstre, hein, évidemment. Sur un monstre, ouais.
Bah, c'est pas mal, ça permet de descendre la plupart des monstres à dégâts 1, si vous avez un peu de chance. Ah, le seul que tu... Ouais. Pardon, c'est vrai que par contre, Les sobs, Archaon, tu le passes dégâts 2 potentiellement. Ouais, et les sobs ont aussi du dégâts 5. Mais bon, c'est quand même extrêmement fort pour une unité qui coûte quelque chose comme 130 ou 140 points. Donc la seule différence avec les boucliers dont on vous parlait tout à l'heure, c'est qu'ici, on a que 9 modèles, donc on a 2 PV en moins. Ouais. Par contre, on tank de la même manière, et on est beaucoup plus létal. Ouais. Et on a un effet contre les monstres qui est complètement fumé. On peut pas se faire renforcer, donc ça restera, quoi qu'il arrive, 18 PV en sauvegarde à 5, quad à 6. Mais c'est une très bonne unité. Ouais, et je serais c'est pas excellent. étonné qu'on en voit une ou deux dans toutes les listes, pour combler les coups en points, et juste parce que, en fait, bah, ça va vous permettre de contrôler les monstres de manière efficace. Ouais, franchement, c'est super fort. À noter que je sais que toi, c'est pas un aspect qui te touche particulièrement, mais les figurines sont très belles. En Les plus. figurines sont magnifiques. Il y a l'escroc. Il avait même pas vu les filles. Nous allons maintenant passer aux deux châssis de Hearthguard Berserker 4 de move, save à 6, 2 points de vie. Donc au niveau du profil de clause sur les deux, que ce soit ceux qu'on joue avec les Polax ou ceux avec les fléaux. Non, c'est pas la même chose les deux, parce que je sais pas, c'est français, anglais. Polax, Brodax. Voilà, Polax, Brodax. Donc c'est deux attaques en 3-3, -1-2, crit mortel pour ceux qui sont en bardiche. Vous avez la ward à 5 réciproque si vous êtes en mêlée avec un héros infanterie, exactement comme les Graveguard. Donc ça c'est cool, c'est sur les deux châssis. Le profil bardiche, à la fin de n'importe quel tour, sur un de plus, une unité avec laquelle vous êtes engagé va avoir des 3 blessures mortelles, alors que les autres, ils vont avoir plus une attaque, donc à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée, lorsqu'ils sont à côté d'un héros pyro-tueur endommagé. Oui. Donc les deux foncièrement sont bons. On n'est pas sur le même coup en points, les haches seront à 120, les fléaux à 140, donc c'est une vraie différence hein, quand vous avez commencé à multiplier les packs. Bah là, le critique mortel, on le voit en début de V4, c'est quand même extrêmement fort. Avant, on avait un peu ce choix entre choisir les critiques mortels et prendre en fait la perforation et les dégâts multiples. Ouais. Là, il se trouve qu'en fait, on a le même profil d'attaque, si ce n'est qu'on a perdu le critique mortel. Enfin, on a le critique mortel en plus sur les fléaux. Ce qui me dérange un peu, ma doléance sur le plus une attaque des haches, j'aurais préféré que ce soit en charge, parce que mine de rien, avoir un héros endommagé, bah c'est pas si facile que ça, parce Ouais. que votre adversaire va le savoir et donc va jamais taper dessus en fait. Donc c'est très rare que vous ayez l'opportunité d'avoir votre plus une attaque. Maintenant, vous avez la rune de crit mortal qui va synergiser avec les haches. Donc là, ça sera à vous de voir comment vous voulez construire votre liste. Les deux sont bons. Ouais, les deux sont bons. Honnêtement, c'est très chouette de voir ça. À noter, hein, c'est un petit peu la même remarque que tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas vu de moyen de s'infliger des blessures mortelles. Un petit D3 ou un petit 1, ça sera assez chouette. Si vous avez vu des choses comme ça au niveau des, peu importe, j'allais dire des sorts persistants, presque, mais des manifestations, ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire parce que pour le coup, ça pourrait un petit peu changer la vie qu'on pourrait avoir parce qu'effectivement, quand tu passes à 4 attaques par tête que tu peux synergiser, enfin 3 attaques par tête souvent en 2-2, bah en fait, ça peut faire la différence, quoi. Voire dégâts 3. Voilà. On va maintenant passer au décor de faction, qui est complètement con, comme tu viens de le dire. Non, moi je l'aime bien. Puis en plus, c'est fluff, c'est la forge, tu vois, c'est des nains. Donc, Ah ouais, il y a des lames, genre il y a du feu et tout, ouais, exactement. On voit que t'aimes le lore. Donc 8 points de vie en save à 3, c'est assez chouette. Il a, au début de n'importe quel tour, la capacité de prendre un héros pyro-tueur qui est en mêlée, qui va avoir +1 au jet de récitation, et qui va pouvoir dispel. Honnêtement, c'est juste colossal. Et une fois par partie, en contrepartie du fait de ne plus utiliser le bonus précédemment mentionné, ou bien su-mentionné, parce que nous parlons bien, vous allez pouvoir soigner de D3 tous les pyro-tueurs sur la table. Ouais, donc historiquement, ça donnait une ward à 6 et un bonus au cast quand on claquait l'effet. Tu préfères quoi? Je Est-ce que tu préfères avoir un prêtre de niveau 2 qui balance 2 prières à +2? Ouais, exactement. Et qui dispel? Oui, non mais c'est très fort. Déjà, le plus 1, ça va permettre d'être à +2, donc même au tour adverse, vous aurez +1. Donc ça veut dire avec l'optimisation. Avec l'optimisation, donc ça va vous permettre en fait de lancer facilement vos prières et vos invocations. Et puis le soin de D3, c'est quand même sympa, parce qu'en fait, avant, ça donnait une ward à 6, mais maintenant, on l'a nativement. Donc, pouvoir soigner tous les héros et toutes les unités, bah, c'est très fort, parce qu'on va jouer beaucoup de héros en Fireslayer. Donc non, le décor est excellent, et en plus, c'est en sauvegarde à 3. Je veux dire, on peut pas le tuer avec n'importe quoi. Faut quand même aller taper avec quelque chose de solide. Et en général, c'est défendu. Et en général, c'est défendu. Ouais, non, honnêtement, c'est un très bon décor. Le +1 sur les jets de récitation, on a la même chose en corne si on est dans le décor. Bah là, en fait, en plus, vous pouvez prendre un héros qui est juste à portée de mêlée, en sachant qu'il y a déjà un +1. C'est juste colossal, quoi. Oui, et puis on pourra quand même noter que
il donne le couvert, il est impassable, il est obscuring. Donc quand votre nain sera derrière votre forge, vous ne pourrez pas être ciblé par les tirs. Ouais. On va clôturer cette review avec les manifestations qui historiquement étaient quand même assez chouettes en Fire Slayer. Un peu en dessous de celle de Khorne, mais ça se prend toujours. Donc on va commencer avec le Molten, donc qui est valeur de lancement de 6, ce qui paraît beaucoup quand on n'a pas plus 2 en permanence. Donc 8 de move, 5 de save, 10 points de vie, banish à 7. Il a 2 tirs portée 8 en 4-3, moins 2 des 3 tirs en mêlée, 6 attaques de close en 4-2, moins 1 des 3. Et à la fin de n'importe quel tour, si ce bonhomme a mis des dégâts dans une cible, vous pouvez choisir cette dernière et qui va avoir un moins 1 à la blesse jusqu'au début de notre prochain tour. Ouais, bah c'est pas mal, je veux dire, ça tire correctement, ça bouge correctement, on l'invoque à 12, il bouge de 8, bon, il bouge pas au tour où on l'invoque, hein. Mais non, il n'empêche que ça tire, ça tape. Après, peut-être petite doléance sur l'effet qui est à la fin du tour, donc c'est-à-dire qu'en fait, on aurait peut-être aimé une sorte de rampage ou pour que ça soit appliqué pendant le tour de combat. Ouais. Là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il survive, et il faut que l'unité que vous tapiez survive, et donc en fait, c'est un outil défensif, mais pour le tour adverse. Ouais, ça c'est cool, hein, parce que potentiellement sur un double tour adverse, Oui, il va oui. avoir un moins 1 blesse. Machin, maintenant, il faut que ce bonhomme reste en vie. C'est ça. C'est pas évident. Il a 10 PV, sauvegarde à 5, ward à 6, et ça se tue quand même assez facilement. Ouais. Et 6 de valeur d'invocation, c'est pas anodin, même avec un plus 2. Hein. Il faut sortir votre plus 4. Votre 4 J'ai eu peur que tu dises autre chose. Il faut se sortir les plus 4 DD. Les plus 4 DD. Voilà. On va maintenant passer au mur Fire Slayer, donc sauvegarde à 3, 8 points de vie, ce qui est quand même pas mal, hein, ça tank. 7 de banish. À la phase de mouvement adverse, vous allez choisir jusque 3 unités qui sont à 6, qui vont sur un 2 plus sur un des 3, se prendre la valeur en blessure mortelle et se prendre un moins 3 au score de contrôle. Ouais, donc on le met à 12, puis à 6, donc en fait 18 de portée concrètement. C'est pas mal parce qu'il s'invoque sur du 4+, donc ça s'invoque facilement. Maintenant, c'est un tremplin pour votre adversaire, il bloque plus parce que c'est une manifestation. Donc l'adversaire peut simplement le traverser ou s'en servir comme tremplin. Après, moins 3 OC, dans un BT, on a beaucoup d'occurrences d'amélioration de contrôle score où on peut pas être modifié, bah c'est pas anodin, puis ça fait des petites blessures mortelles à distance, donc je trouve ça très honnête. Il faudra juste apprendre à jouer correctement pour pas donner des tremplins à votre adversaire. Voilà. C'est clair. Et on passe au dernier qui est aussi, on l'a pas dit, sur une valeur de cast de 4, qui est le Paix de Zagron, donc 5 points de vie, save à 6-7 de valeur de banish, 8 attaques en 4-3, moins 1 crit de touche. À noter qu'il a un passif qui est assez cool. Si vous tirez sur une unité qui a 10 figurines ou plus, c'est plus 1 touche. Si c'est 15 figurines ou plus, à la place, c'est plus 1 touche et blesse. Ouais. C'est quoi, c'est Prout qui t'a fait rire? Oui. Bon alors concrètement, prime abord, on pourrait dire que c'est pas dingue, parce que ça vous prend une prière, etc. Mais honnêtement, ça, à force de tirer sur de la horde, ça va faire des dégâts, et c'est clairement une manifestation que votre adversaire ne va pas banish. 18 de portée, hein. Ouais, parce qu'en fait, il a autre chose à faire que de banish cette invocation. Donc si jamais vous la jetez tour 1 par acquis de conscience et qu'elle fait des dégâts à tous les tours, bah, vous allez la rentabiliser. Ouais. Maintenant, bon, c'est pas ultime, ça vous fera pas gagner la partie, mais c'est toujours sympa. Mais ça peut gratter, je pense, typiquement ce genre de truc en fin de partie, parce que 18, tu peux le placer à portée de tous les objets. Bah, si tous les tours, effectivement, ça vient de gratter, ça va pas être en 3-2 toute la game, hein. Non. Mais ne serait-ce qu'en 3-3, bah, en fait, ça fait des menaces, et ça peut être sympa. Bah écoute, on en a terminé de ce petit Battle Tom Review. Qu'est-ce que tu penses de ce BT, toi qui as quand même pas mal joué Fire Slayer, fut un temps? Fut un temps. Il est vrai. Moi, je pense que c'est un très bon Battle Tom. On a gardé l'ADN du Fire Slayer. Il est construit de manière beaucoup plus intelligente parce qu'on a beaucoup moins d'aléatoires via les critiques des runes, etc. Donc, on a très peu d'effets où il faut faire du 3+, quelques rampages par-ci par-là. Mais globalement, c'est stable. C'est stable. C'est stable. Par contre, ça va demander une vraie rigueur et un vrai entraînement pour maîtriser ce Battle Tom parce que vous avez de la réaction. Et ça va demander de bien se placer au début, parce que vous avez peu de mobilité, ça a toujours été le problème de Fire Slayer, et vous n'avez pas beaucoup plus de mobilité. Donc si vous vous déployez tout à droite et que finalement la bataille se déroule à gauche, et ben vous allez passer 3 tours à rattraper votre retard. Donc c'est un BT qui va être exigeant, mais qui va être extrêmement fort. Et je pense qu'en équipe, il va être presque auto-include, parce que si vous le mettez sur des scénarios avec très peu d'objectifs, ça va être une purge pour votre adversaire. Et vous allez être capable de builder votre liste de manière très orientée pour justement en fait répondre à des besoins. Et vos adversaires vont vraiment avoir du mal. Et même la méta-tir aura du mal à se comporter contre ce Battle Tom. Ouais, c'est clair, non, mais c'est vrai, le fait de pas pouvoir tirer une fois par game à plus de 12, etc. Honnêtement, je pense que ça fait partie de ces BT qu'on a moins vu en V3, notamment à cause des tactiques de bataille qui le foutaient dedans. Foutre des unités sur les bords de table en FS, c'était l'enfer.
Magical Dominance, j'en parle pas. Enfin bref, honnêtement, là, on a quelque chose qui bénéficie pleinement des nouvelles Battle Tactic Order, dans le sens où ça peut les mettre. On a des unités un petit peu satellites qu'on n'avait pas forcément avant, qui sont quand même assez chouettes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'attire, c'est vraiment ces BT stables qu'on peut avoir, que ce soit Fireslayer, Ossiarch, Korn. Et en fait, là, on a quand même un BT qui est super stable, assez peu de jet de dés. Mine de rien, on a gagné un course et charge sur toute l'armée le tour où on l'a décidé. Et comme tu l'as dit, bah, en fait, tu fais 3 fois ton mouvement dans le tour. Bref, honnêtement, je pense que c'est hyper solide et ça va être hyper rewarding, gratifiant pour les joueurs qui vont réussir à le maîtriser. Maintenant, comme tu dis, en équipe, je pense que ça sera incroyable. En solo, va falloir adapter, peut-être avec des runesmithers, aller chercher de la TP, ce genre de choses relativement rapidement, parce que sinon, bah, dépendamment du scénar, je pense qu'en vrai, le pire ennemi de ce genre de BT, c'est le scénar. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est le scénario, et on devra builder la liste en conséquence. Donc vous allez peut-être avoir une liste un peu moins forte pour être plus polyvalent. Ouais. Et ce qui en équipe ne sera pas nécessaire, vous allez juste avoir une liste complètement forte. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci mon petit Romain. De rien. On espère que cette review vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Vous avez également des vidéos qui sont en exclu en avance sur le Tipeee de la chaîne ou nos liens d'affiliation si vous voulez nous soutenir indirectement. Je vous remercie encore, j'espère que ça vous a plu et on vous dit salut.